Je me réveille vers 5h, 5h30 du matin. Et là, je commence à entendre des petits bruits, des bruits sexuels, qui viennent d'en bas. Du coup, je descends les escaliers, j'allume la lumière, je la vois donc nue. Le gars juste nu aussi. Je me rends compte que ma femme, elle me trompe en fait. Ce gars-là, il est venu manger déjà à la maison. Ça fait très mal, ouais. Je l'ai trompé. Je me suis faite tromper. Vous en étiez où alors avec cet homme, vous? Alors, quand j'ai découvert la tromperie, je venais tout juste d'accoucher de notre 3e enfant. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 8 ans à peu près. Vous étiez mariés? Oui, mariée depuis 10 mois. L'homme est beaucoup plus dans l'adultère que la femme. Quand un homme ou une femme pousse la porte d'un cabinet de psychologie après avoir découvert l'infidélité de son partenaire, la question qui ronge n'est pas toujours celle qu'on imagine. Il ne demande pas forcément comment réparer, il demande souvent comment c'est possible d'avoir été trompé et surtout pourquoi. Après tout ce que j'ai fait pour elle, pour lui, comment quelqu'un qui prétend m'aimer a pu me faire ça? Et figurez-vous que ces questions-là, vous l'êtes peut-être déjà posées vous-même. Ou alors vous les avez lues dans le regard d'une sœur, d'un cousin ou d'un proche qui s'est effondré un soir au téléphone. Parce que dans nos communautés, l'infidélité s'est tellement installée dans le paysage qu'on lui a donné des dizaines de noms. Pour les femmes, on parlera parfois de chèque, de chic ou de choc pour désigner les 3 types d'hommes qu'elle devrait avoir dans sa vie. Pour les hommes, on va plutôt parler de chisa, de deuxième bureau ou alors de petite. Or, les hommes et les femmes qui ont trompé leur partenaire n'ont ni la même histoire, ni les mêmes raisons et encore moins les mêmes blessures. Et la lecture facile qui voudrait que les hommes issus des communautés africaines trompent parce que c'est leur nature et que les femmes en revanche trompent par légèreté ou par vengeance se fissure dès qu'on analyse d'un peu plus près les expériences individuelles et qu'on questionne les chiffres issus des recherches sur le sujet. Il y a des hommes qui trompent et des femmes qui trompent. Mais personne n'a les chiffres, mais ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est que l'infidélité de l'homme est prônée, c'est-à-dire qu'elle est célébrée. On éduque les femmes à accepter l'infidélité. On se retrouve pas à tromper quelqu'un comme ça dans le feu de l'action. Et moi, c'est vrai que je l'ai fait par vengeance, tout simplement. Alors, dans les minutes qui suivent, on va regarder ensemble ce que les données nous disent vraiment, ce que les vécus individuels nous apprennent et ce que notre héritage culturel pèse dans la mécanique de l'infidélité une fois transposé dans nos pays d'immigration. Et surtout, ce qui se passe concrètement dans la tête d'un homme ou d'une femme qui trompe son partenaire. Même dans le cas où il ou elle dit l'aimer encore. Oui, ça paraît paradoxal, n'est-ce pas? Mais aussi, au-delà des causes et des facteurs entretenants, nous allons aussi parler des conséquences parfois dramatiques de l'infidélité. Vengeance, élimination physique, destruction des biens, enfants adultérins et rivalité. Avant de parler d'infidélité, il est important de comprendre dans quel état se trouvent les couples aujourd'hui. Et figurez-vous que l'INCE, qui est l'Institut national français de la statistique, a calculé un indicateur qui s'appelle l'indice de divorcialité, c'est-à-dire la part des mariages qui finissent par un divorce. Cet indicateur tourne autour de 45%. Autrement dit, si nos habitudes actuelles se maintiennent, presque un mariage sur 2 finira par se terminer devant un juge. Mais alors, qu'est-ce qui fait vraiment basculer un couple? L'enquête EPIC, menée conjointement par l'INED et l'INCE, montre qu'une rupture conjugale n'est presque jamais un accident. C'est plutôt l'aboutissement d'une érosion qui s'installe à bas bruit, faite de conflits qui reviennent sans cesse et d'une connexion émotionnelle qui finit par s'éteindre progressivement. C'est ce que les chercheurs appellent le désengagement conjugal. Autrement dit, ce moment-là où 2 personnes vivent ensemble sans plus l'être vraiment. Et au cœur de toute cette tempête, il y a l'infidélité. Si vous interrogez les cabinets d'avocats, c'est l'un des principaux motifs de rupture le plus souvent cité. Mais là encore, les chiffres officiels touchent une certaine limite. Car entre la honte, le secret et la peur du jugement, l'infidélité reste la reine de la sous-déclaration.
on a peur de dire à haute voix qu'on a été infidèle ou alors qu'on l'est. Et si on regarde maintenant du côté du continent africain, les chiffres dessinent une réalité bien plus complexe que le cliché habituel ne le laisse souvent penser. Au Nigeria et au Ghana par exemple, l'urbanisation transforme les couples. Les travaux de chercheurs comme John Anarfi suggèrent que dans les grandes métropoles, les pressions économiques et sociales favorisent l'infidélité. Au Ghana, les enquêtes nationales révèlent d'ailleurs que près d'un homme marié sur 5 va reconnaître avoir déjà eu des partenaires multiples dans l'année. Mais attention, l'infidélité n'est pas qu'une affaire d'hommes. Au Kenya, l'enquête nationale KDHS de 2022 montre des pics surprenants dans certaines régions. Dans le comté de Muranga et de Kericho, le nombre de femmes rapportant des partenaires multiples est parmi les plus élevés du pays, brisant ainsi le tabou sur l'infidélité féminine, qui selon certaines personnes n'existerait pas ou alors serait vraiment très réduite. Les cas restent toutefois marqués selon les pays. En Ouganda, les recherches du docteur Joseph Matovu confirment une tendance claire. Environ 35% des hommes interrogés admettent avoir des rapports extra-conjugaux contre 15% chez les femmes. Et enfin, en Afrique de l'Ouest, les données de l'IFORD soulignent qu'en milieu urbain, notamment au Togo et en Guinée, plus de 30% des hommes vivent des situations de polygamie de fait ou de multiples partenariats en parallèle de leur foyer principal. Ces chiffres mis bout à bout montrent à quel point l'institution du mariage reste bousculée sur le continent. En ce qui concerne maintenant la diaspora, il faut bien admettre que les chiffres précis sont plus difficiles à isoler. Toutefois, les sociologues qui se penchent sur le sujet observent plusieurs choses qui se mélangent parfois. D'abord, on a la solitude dans le couple, ensuite l'éloignement de la famille, la volonté de certaines personnes aussi de garder des comportements qui étaient tolérés au pays qui ne le sont plus du tout ici. Et enfin l'indépendance financière qui va changer profondément les rapports dans le couple. Plus on est indépendant, plus on a un pouvoir de décision, plus on a un pouvoir d'agir. L'infidélité n'a toutefois rien d'un phénomène marginal ou alors propre aux communautés africaines. Non, non, non. Et c'est d'ailleurs même un des motifs courants qui amène les couples à consulter un thérapeute. Oui, oui. Glass et Wright, deux psychologues américains qui ont posé dès 1988 les bases de la recherche moderne sur l'infidélité, ont documenté qu'entre 50 et 65% des couples qui poussent la porte d'un thérapeute conjugal viennent pour une problématique d'infidélité. Et même si leurs études se sont concentrées uniquement sur une population américaine, elles ont quand même permis de démontrer que l'infidélité constitue un gros défi chez les couples qui consultent en thérapie. Ceci dit, il faut encore être très précis sur ce qu'on appelle l'infidélité, oui, parce que dans la plupart des conversations, on la réduit encore trop souvent aux relations intimes. On pense qu'avoir été infidèle, c'est simplement sortir avec quelqu'un parce qu'on a un désir charnel envers la personne. Or, plusieurs études distinguent un minimum de deux formes d'infidélité. On a l'infidélité sexuelle d'un côté, celle qui correspond à la définition classique que nous connaissons tous. Et puis on a aussi ce qu'on appellerait l'infidélité émotionnelle de l'autre, c'est-à-dire le fait de construire une relation affective profonde avec quelqu'un en dehors du couple, sans forcément avoir de contact physique, mais une intimité qu'avec le partenaire, on n'a plus du tout. Ce décalage de perception démontre que la blessure n'est pas toujours la même chez tout le monde. Car pour beaucoup, c'est précisément ce vol d'intimité qui va briser le lien conjugal. Car il va créer un mur invisible au sein du couple qui est souvent bien plus difficile à abattre qu'une infidélité qui est uniquement basée sur des relations charnelles. Maintenant qu'on a vu ce que les chiffres nous révèlent, regardons maintenant ce qui se passe spécifiquement dans la tête des personnes qui trompent leur partenaire. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Au regard de la littérature sur le sujet ainsi que de la pratique clinique, on pourrait dire que ce qui pousse une personne à tromper son partenaire ne ressemble pas toujours à ce que l'imaginaire collectif raconte souvent. Beaucoup pensent qu'on trompe uniquement par manque d'amour ou alors par légèreté ou même par excès de désir. Or, ce que la clinique va mettre en lumière jour après jour, c'est que les raisons sont bien plus diverses et plus complexes qu'on ne le pense. Le conseiller conjugal américain Gary Newman a mené une étude
étude approfondie auprès de 200 hommes issus de la classe moyenne aux États-Unis, dont 100 hommes qui avaient trompé leur épouse et 100 hommes qui n'avaient pas été infidèles. Et son étude a révélé que 92% des hommes infidèles affirmaient que le désir sexuel n'était pas le moteur principal de leur tromperie. Près de la moitié d'entre eux ont pointé plutôt une déconnexion émotionnelle dans le couple, en disant qu'ils se sentaient sous-estimés ou ignorés à la maison. Chez les hommes de la communauté, l'analyse de quelques discours partagés lors des consultations cliniques ou alors lors des groupes de discussion va faire ressortir plusieurs éléments dont je vais citer quelques-uns ici. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle la transmission de modèles de comportement masculin. L'homme en question va grandir en regardant son père, ses oncles et parfois même son grand-père entretenir des secondes épouses ou alors des infidélités tolérées par tout l'entourage. Il va alors intérioriser sans le savoir que c'est cela, être un homme. Parce que quand tu regardes autour de lui, c'est normal, c'est accepté. Même si on s'en plaint, bon voilà, on vit avec. Mais voilà donc cet homme-là, une fois en France ou au Canada, avec ses croyances qui sont restées enfermées dans ce schéma. Alors que dans le pays d'accueil, la loi et la société exigent désormais autre chose. Je ne suis pas du tout en train de donner une raison ou de justifier l'infidélité. Je rappelle simplement qu'on est dans une démarche de compréhension. Le deuxième facteur, c'est le non-dit autour de l'infertilité. Le SECAM l'a d'ailleurs rapporté dans un de ses rapports, à savoir que dans de nombreuses sociétés africaines, l'infertilité de la première épouse est une cause majeure de polygamie ou d'infidélité. Et en diaspora, ce motif persiste, mais il est très rarement évoqué ouvertement. Les hommes diront alors qu'elles ne pouvaient pas leur donner d'enfants et que c'est pour cette raison qu'ils ont été voir ailleurs et qu'ils ont fait des enfants avec une autre femme. Parce que selon eux, cela justifie amplement le fait d'avoir été infidèle. Le troisième facteur que j'aimerais citer ici, c'est le choix personnel assumé. Ah oui, il existe bel et bien des hommes pour qui l'infidélité n'est pas un accident, mais plutôt un mode de vie qui est revendiqué. Ces hommes-là refusent de se contenter d'une seule femme et d'ailleurs l'expliquent ouvertement à qui veut bien l'entendre. Et le plus frappant, c'est qu'ils se considèrent malgré tout comme étant des hommes responsables. Ils se disent que voilà, du moment où je ne trompe pas ma femme ouvertement, que je la respecte et que cela n'est pas affiché devant ses yeux, alors je suis un homme responsable. Est-ce qu'un homme qui trompe une femme, c'est pas une forme de lâcheté? Non. Pourquoi ce sera de la lâcheté? C'est pas de la lâcheté. Si, en gros, il n'ose pas avouer des problèmes ou dire des problèmes qu'il y a dans sa relation parce qu'il ne veut pas la perdre ou parce qu'il a peur de la quitter, etc. Oui, ça, c'est pas la tromperie. Je pense qu'un homme peut être très heureux en couple et tromper sa femme. C'est tout à fait conciliable. Bien sûr. C'est pas de la lâcheté. On a fait les frais. Et puis même, on pourrait voir, à l'inverse, on pourrait même voir une certaine forme de courage. Tu vois, tu vas aller contre l'autorité de ta femme, tu vois, il y a une certaine forme de prise de risque, tu vois. Donc t'as le courage de porter tes couilles pour aller tromper, pour pas te faire péter, c'est ça que tu veux dire? T'es courageux de prendre un risque, de niquer ton couple, donc d'aller baiser tout le temps, le pervers narcissique. L'homme, il peut te tromper alors qu'il t'aime. Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais oui, un homme, il peut te tromper alors qu'il t'aime. Oui. Ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Non, ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Évidemment. Chez les femmes africaines de la diaspora qui acceptent de s'exprimer sur le sujet, plusieurs facteurs reviennent régulièrement pour expliquer un peu le passage à l'infidélité. Le premier facteur que j'aimerais citer ici pour les femmes, c'est l'influence des discours qui présentent l'infidélité féminine comme étant une libération. Les réseaux sociaux regorgent d'ailleurs de comptes qui expliquent que si l'homme me trompe, moi aussi je peux le tromper. Ma chérie, si ton gars t'a trompé plusieurs fois, à plusieurs reprises, à chaque fois, c'est toi qui pardonnes. Il vient, il te dit non, je t'aime et tout. Il te dit des choses, tu acceptes, tu pardonnes. Quand tu vois que ça se répète, il ne change pas. La seule solution, c'est de le tromper. C'est tout. Quand il te trompe, tu le trompes en retour. Or, tromper en réponse à une trahison n'efface pas forcément la première blessure. Cela peut même parfois ajouter encore une seconde couche à la douleur qu'on ressent. Le deuxième facteur que je vais citer est l'insatisfaction sexuelle dans le couple. Oui. Une étude qualitative menée auprès des femmes mariées au Ghana l'a clairement documentée. Et des recherches en France pointent également dans la même direction. Certaines femmes traversent des années de mariage sans jamais vivre un plaisir qu'elles entendent décrire ailleurs. Et là où leur mère se serait résignée en silence, aujourd'hui, elles disent qu'elles ne se résigneront pas. Et elles finissent par chercher ailleurs ce qu'elles ne trouvent pas ou qu'elles n'ont jamais trouvé dans leur relation. Parce que dans beaucoup de couples, la question de la sexualité est encore
tabou. Il n'y a pas de communication. Il y a des frustrations, mais on n'en parle pas. Le troisième facteur que j'aimerais citer ici aussi, c'est le contexte de maltraitance conjugale. Oui, parce qu'une femme qui subit de la maltraitance au quotidien, que ce soit des maltraitances physiques, verbales ou même psychologiques, peut finir par tromper son conjoint parce qu'elle cherche désespérément une protection, parce qu'elle cherche un soutien, parce qu'elle cherche de la sécurité. Et cela peut aussi arriver dans le cas de l'homme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont maltraitées dans leur relation de couple. Le quatrième facteur maintenant, c'est le choix personnel assumé. Oui, parce que comme les hommes, certaines femmes font ce choix-là en pleine conscience et l'infidélité devient alors pour elles un mode de vie. Une étude récente qui a été menée par Aboudou et son équipe dans le nord du Ghana identifie d'ailleurs 3 grandes raisons qui poussent ces femmes à tromper leur mari. On a d'abord la précarité économique. Ensuite, le manque d'attention et de reconnaissance dans le mariage. Et enfin, l'insatisfaction sexuelle au sein du couple. Ouvrons maintenant la porte de mon cabinet. Que viennent chercher les couples issus de nos communautés après une infidélité? Pourquoi vont-ils voir un thérapeute? Ce qui me frappe d'abord, c'est qu'ils ne viennent pas toujours pour sauver leur mariage. Non. Ils viennent souvent pour comprendre, pour répondre à cette question qui les ronge nuit et jour, à savoir pourquoi leur partenaire a pu leur faire ça? Pourquoi ma femme m'a trompé? Et pourquoi mon mari m'a trahi? Ensuite, ils viennent pour arrêter de souffrir parce que l'insomnie qui s'installe, les flashs qui reviennent et l'angoisse qui ne les lâche plus finissent par leur empoisonner le quotidien. Il y a aussi les disputes fréquentes et même devant les enfants. Et enfin, ils vont venir pour savoir s'il est possible de reconstruire et surtout à quelles conditions. Et ce que je remarque tout aussi également, c'est que le contexte d'immigration vient ajouter des difficultés que les couples qui vivent dans leur pays d'origine n'ont pas forcément à affronter de la même manière. Le premier cas, c'est celui de la famille parallèle qui a été construite dans le pays d'origine. Et c'est de loin le plus dévastateur selon mon expérience. L'homme a une famille officielle en Europe ou en Amérique du Nord et il a en même temps une deuxième famille au pays, parfois avec un ou plusieurs enfants. La femme finit par découvrir l'existence de cette autre vie complètement par hasard parfois, soit en tombant sur un virement bancaire qui ne s'explique pas, soit en interceptant un appel nocturne qui n'aurait jamais dû se passer, soit encore par le témoignage d'une connaissance qui finit tôt ou tard par lâcher l'information. Est-ce que tu sais que? Et dans ce genre de situation, le pardon est difficile. Tant que la deuxième famille continue d'exister au pays, on ne va pas l'éliminer. Et la seule issue qui se présente parfois pour ces femmes-là qui n'arrivent pas à pardonner, c'est de prendre la décision difficile de la séparation. Le deuxième cas, c'est celui de l'enfant né de l'infidélité. Plus concrètement, l'homme a eu un enfant avec sa maîtresse et la femme légitime ne l'apprend parfois que des années plus tard. Et figurez-vous que ce n'est pas seulement la trahison sexuelle ou charnelle qui détruit justement ce couple-là. Il y a aussi les détournements des ressources financières du foyer pendant toutes ces années. Le mensonge prolongé qui s'est installé au quotidien et surtout cet enfant ou ces enfants qui deviennent la preuve vivante de la trahison. Le troisième cas que j'ai souvent rencontré, qui est quand même un peu plus rare parce que peut-être moins déclaré, concerne la femme qui a eu un enfant qui n'est pas de son mari. Oui, concrètement, la femme a trompé son époux. Elle est tombée enceinte de cette relation-là et elle a fait croire à son époux qu'il était bien le père de l'enfant. Et quand la vérité finit par éclater au grand jour, souvent de nombreuses années plus tard, à la suite d'un test ADN ou alors d'un examen ou d'une opération qui a été effectuée au détour d'une dispute particulièrement houleuse, l'homme s'effondre littéralement. Parce qu'il a élevé cet enfant-là pendant des années, il l'aime de tout son cœur, mais il vient brutalement d'apprendre que cet enfant-là n'était pas de lui. Et malgré tout ça, l'infidélité ne se limite jamais à une simple affaire entre adultes qu'on pourrait classer comme étant une faute légère ou passagère. Plusieurs études, notamment celle publiée en 2009 par la psychologue Anna Nogales, montrent que l'infidélité ne reste jamais une affaire entre les parents. Pour un enfant, la trahison n'est pas seulement conjugale, elle est familiale. Près de 75% des personnes qu'elle a interrogées ressentent une rupture profonde de la confiance qui va les marquer longtemps après l'enfance. Le risque, c'est de développer une anxiété d'attachement ou une peur chronique de l'abandon une fois que ces enfants-là deviennent adultes.
Et puis, que dire donc de ces enfants-là qui apprennent plus tard que celui qu'ils appelaient papa depuis toujours n'est en réalité pas leur père biologique et que leur mère a menti à son mari pendant toutes ces années? Que se passe-t-il également pour ces enfants qui découvrent un jour qu'ils ont des frères et des sœurs qui sont nés de l'infidélité d'un de leurs parents? Comment ces enfants vont-ils se regarder les uns les autres? Est-ce qu'il y aura entre eux de l'amour fraternel, de la rivalité ou alors du rejet pur et simple? Et de l'autre côté, la femme qui découvre que son mari a fait un ou plusieurs enfants avec une autre, comment est-ce qu'elle vit ce séisme intérieur et quelles conséquences cela peut produire sur le couple et sur l'ensemble de la dynamique familiale? Beaucoup de questions, oui, parce que je souhaiterais lancer la discussion. La question n'est pas de savoir si c'est bien de tromper ou pas. On n'est pas ici pour faire des jugements de morale. Cette vidéo a pour objectif d'attirer l'attention sur les conséquences de l'infidélité sur les enfants, sur l'homme et sur la femme. Parce qu'ici, nous parlons non seulement de faits sociaux, mais nous parlons également de santé mentale. Vos réflexions sont les bienvenues.